Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau 45+. Nous refaisons l'histoire. Mais pas pour la modifier, mais pour mieux l'éclairer et donner l'information juste à ceux qui sont restés fidèles à la télévision du futur. Le 7 juillet 2014, le monde estudiantin est embrouillé. Une victime, Firmin Olo-Obiang, leader estudiantin, non, Firmin Olo. Oui, Olo-Obiang, voilà. Leader estudiantin a été arrêté et mis au geôle. Et puis, les mois se sont écoulés sans que personne ne sache exactement ce qui lui est reproché. La solidarité estudiantine aidant, le nouveau bureau de la mutuelle de l'université Omar Bongo se leva comme un seul homme pour demander à la justice de rendre le verdict sur l'arrestation de Firmin Olo-Obiang. Vous savez, l'exubérance de la jeunesse faisant foi, tout est presque parti en éclats. Autre victime, M. Nicolas Onda-Obam, président de la mutuelle de l'université, et d'autres étudiants du bureau de cette mutuelle, le secrétaire général et je crois le trésorier. Jusque-là, la population gabonaise n'a jamais été fixée sur les mobiles et les motifs réels qui ont amené à l'arrestation de cette jeunesse qui se dit aujourd'hui presque sacrifiée pour certains, pour parler avec euphémisme, mais véritablement sacrifiée pour le monde estudiantin. Il fallait mettre de la lumière sur cette situation et pour cela nous avons invité sur ce plateau les concernés, les principaux concernés, à savoir M. Firmin Olo-Obiang, qui est resté du 7 juillet 2014 au 2 janvier 2015 à la prison centrale de Libreville, au 2 février 2015 bien sûr, à la prison centrale de Libreville qui est considérée véritablement comme un mouroir. Et il y a également M. Nicolas Onda-Obam, président de la mutuelle de l'université Omar Bongo, qui est resté sous les geôles, dans les geôles du deuxième bureau, une police politique, du 18 décembre 2014 au 29 décembre 2014, dont à peu près 12 jours ou sinon un peu plus. Ils sont sur ce plateau pour nous édifier et éclairer l'opinion publique parce que beaucoup de choses ont été dites. Et comme on le dit le plus souvent, l'épopée d'un Mvète s'entend mieux de la bouche du diseur d'un Mvète. Bienvenue sur 45+. Monsieur, merci d'avoir consacré le petit temps de liberté que vous savourez aujourd'hui à l'émission 45+. Monsieur Firmin Olo. Merci beaucoup. C'est à nous de pouvoir vous remercier parce qu'on n'a pas à chaque fois la possibilité de parler et de se faire comprendre par le plus grand nombre. Donc le fait pour nous d'être invités à cette émission, c'est un moyen de parler très peu, mais de communiquer à tout le monde sur tout ce qui s'est passé, sur l'arrestation et comment on était détenu à la prison et ce qui est arrivé et pourquoi ceci, pourquoi cela. Monsieur le président de la mutuelle de l'université Omar Bongo, parce que on vous considère toujours comme président, vous avez été élu, vous n'avez pas été nommé, dont le rectorat, les autorités de l'université Omar Bongo n'ont aucun droit, aucun pouvoir de vous destituer. Vous êtes le président de la mutuelle de l'université Omar Bongo. Vous avez passé plusieurs jours, plus d'une dizaine de jours, dans des cellules du deuxième bureau. Oui, c'est ça, effectivement. Je vous remercie d'abord pour cette invitation sur votre plateau. Et je le redis, je le reconfirme, je suis le président pour 2 ans. J'ai été élu par les étudiants le 24 octobre. J'ai été installé le 17 novembre. Donc c'est un mandat de 2 ans. Donc je suis le président des étudiants. Jusque-là, je le reste. Rien ne peut faire en sorte que je ne sois plus président, dans la mesure où je ne suis pas encore au terme de mon mandat. Donc, M. Jean-Hilaire Biteguet, je vous remercie sincèrement
à mon nom et au nom des étudiants pour le travail que vous faites pour nous. C'est TV Plus qui s'enorgueillit parce que nous ne faisons pas le tabou où il y a de l'injustice. Le thème du jour, les dessous d'un emprisonnement. Monsieur Firmin Hollande, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous trouviez pendant plusieurs mois, 5 mois exactement, à la prison centrale de Libreville? En fait, c'est justement au moment où j'allais rendre visite à certains étudiants qui étaient détenus à la DGR et qui devaient se faire entendre au niveau du tribunal. Allant assister à cette audition, que j'ai été interpellé par le procureur qui me dit peut-être que j'avais des informations à donner suite à la détention de ces 3 étudiants-là. Lorsque j'arrive, on me dit déshabillez-vous, vous êtes aussi déjà détenus. Et subitement, c'était le 4 juillet. Donc après 3 jours à la DGR, à la cellule de la DGR, nous avons encore été conduits devant le procureur de la République qui nous a directement dit qu'on est en train de s'amuser, sinon embêter, déranger son enseignant, qui est le professeur Jean-Claude James. Je lui ai dit, nous ne sommes pas là pour déranger qui que ce soit. Et il nous a dit... L'enseignant de qui? L'enseignant de madame le procureur? Non, le procureur, il y a un procureur, le procureur adjoint, du procureur général. Donc ce monsieur, j'aurai son nom dans très peu de temps. Donc à ce moment-là, il nous dit, vous êtes en train d'embêter à l'université ce monsieur qui a été mon enseignant. Donc c'était personnel. C'était personnel. À partir de là, c'est personnel. Vraiment personnel. Il nous a conduit à la porte numéro 10, le cabinet d'instruction numéro 10, où la dame qui est là avait jugé qu'il y avait des garanties assez suffisantes pour que nous ne puissions pas être mis sous mandat de dépôt. C'est-à-dire pour que nous puissions bénéficier d'une liberté provisoire pendant que l'affaire se fait suivre. Bref, le type est revenu pour dire à la dame, si vous libérez ce monsieur-là, ces messieurs-là, nous étions à 2, si vous libérez ces messieurs, tout ce qui va arriver à ce pays-là, vous allez l'assumer. Vous ne savez pas que ce sont ces gens-là qui font du bruit au pouvoir. Ah, donc on parle du domaine de la justice pour rentrer dans le monde politique. Dans le monde politique, sans transition, suivez bien. Donc directement, la dame aussi, un peu effrayée, puisqu'elle était moins âgée que le procureur, déjà que moins gradée aussi, si on peut parler ainsi. Bon, elle a dit, bon, il n'y a pas de problème, il faut signer les mandats de dépôt. Voilà comment subitement je me retrouve à la prison centrale de Libreville. Ces gens-là, on reprend les mots, ces gens-là, si vous les libérez, voilà. C'est à vous la responsabilité de ce qui va arriver à ce pays-là. Si vous vous chargez de laisser ces gens-là en liberté provisoire, tout ce qui pourra arriver dans ce pays-là, et au régime actuel, vous serez responsable parce que ce sont eux qui troublent le pouvoir en place. J'ai pris peur. Je dis, mais finalement, cette affaire prend un niveau que personne ne peut imaginer. Alors, après les 3 jours de détention, voilà. Vous avez Nous sommes allés à la prison centrale parce qu'un mandat de dépôt a été signé. Et voilà comment un jeune Gabonais, un étudiant gabonais se retrouve à la prison centrale de Libreville sans trop savoir pourquoi. Ouais. Maintenant, quand vous êtes passé au tribunal, qu'est-ce qu'on vous a reproché? Au tribunal à la barre. À la barre. Combien de mois après? Presque 7 mois, puisque moi je ne compte pas la date du dépôt du mandat de dépôt. Moi je compte la date à laquelle j'ai laissé mes parents. C'était le 4 juillet. Donc le 4 au 2 février 2015, ça fait 7 mois, moins 2 jours. 7 mois de privation de liberté. Alors qu'en droit on dit que la privation de liberté c'est l'exception parce que la règle c'est la liberté. Voilà. Et vous avez fait 7 mois. 7 mois. Parce que vous êtes soupçonné d'être un subversif. Voilà. Non, vous allez mettre en mal le pouvoir actuel. Voilà. Mais quels sont vos moyens de pression? Comment vous pouviez vous mettre le pouvoir en place? En difficulté. Non, jusqu'aujourd'hui, je m'imagine, parce que ce n'était pas seulement à ce niveau. Si vous vous souvenez, le directeur de la prison a fait une publication
selon laquelle je suis à l'image de Hitler, que je suis à l'image de Mussolini, en matière de destruction, en matière de voyoutisme. Tous les prisonniers ont pris peur lorsqu'ils m'ont connu. Tu es si agressif, alors que moi je n'ai jamais eu même un couteau à main. Je ne sais pas ce qu'ils imaginent, je ne sais pas. Alors, monsieur Nicolas Ndorban, vous êtes le président de la mutuelle de l'Université Omar Bongo. Monsieur Nicolas Ndorban, c'est un étudiant de l'Université Omar Bongo, même si on vous soupçonne de vous être inscrit dans une autre université privée parce que vous êtes exclu de l'Université Omar Bongo. Mais on parle du monde étudiantin. Comment un étudiant peut-il faire aussi peur et vous acceptez d'être le président de la mutuelle des étudiants de l'Université Omar Bongo, le chaudron? Léopold Sédar Senghor disait qu'un étudiant est plus utile qu'un général d'armée. Un étudiant, c'est un intellectuel. Un étudiant, c'est quelqu'un qui fait dans le domaine de la science. Et la science et la politique, rassurez-vous, n'ont jamais fait bon ménage. Nous faisons de la science. Et la science fait appel à la réflexion. J'ai envie de dire des idées. Des idées. La science n'a pas besoin d'armes. La science n'a pas besoin de couteaux. La science n'a pas besoin de cailloux. Mais elle tue autrement. C'est la vérité. C'est la vérité, la science. Et c'est ça notre stratégie. C'est l'idée, c'est la pensée. Et c'est cette pensée qui trouve certainement le politique. Un étudiant n'a pas à influencer un homme politique, ou du moins un homme politique n'a pas à avoir peur de l'étudiant. Je ne pense pas. Dans la mesure où c'est l'idée que l'étudiant véhicule. C'est l'idée, c'est la réflexion qui justifie la qualité d'étudiant que nous sommes. Donc, tout ce qu'on dit contre nous comme étant les voyous, tout ce qu'on dit, toutes les accusations, nous ne nous retrouvons pas. Dans la mesure où nous sommes des scientifiques et nous savons que ce que nous faisons, ce sont des mouvements pacifiques. On suppose, et d'ailleurs c'est même une vérité absolue, tous ceux qui jettent les pierres sur vous aujourd'hui ont été des étudiants. Ils ont un passé. Est-ce que le monde étudiantin de leur époque a changé avec la configuration actuelle du monde des étudiants? Encore que nous les connaissons, nous connaissons toutes ces personnes. Permettez-moi de ne pas citer les noms aujourd'hui sur ce plateau. Nous connaissons toutes ces personnes. Ce sont ces personnes qui aujourd'hui sont aux affaires dans ce pays. Des personnes qui, jadis, ont posé des actes à l'université. Ces personnes qui ont laissé la réflexion de côté et qui ont posé des actes barbares que nous connaissons bien. Ils ont déshabillé un recteur. Par exemple, ils ont brûlé l'auditorium de l'université qui jusqu'à aujourd'hui est en chantier. De 1990 jusqu'à 2015, cet auditorium est en chantier. Donc vous voyez, les gens ont posé des actes et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui font de la mort. On ne comprend plus. Monsieur Firmin Hollande, arrivé, quel est le traitement que vous avez subi à la direction générale de recherche? Dites-nous toute la vérité. Vraiment, j'ai été traité à l'arrivée, pas moi seulement, avec Mintor Célestin. Nous avons été traités comme de véritables prisonniers de guerre. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'une fois à l'arrivée, il y a un monsieur qui nous dit, voilà, ça fait longtemps, on vous voit à la télé, aujourd'hui, vous êtes dans nos mains. On vous voit vous encore à la déshabillez, télé. voilà. Vous vous déshabillez, il n'y a rien à dire, vous vous déshabillez, vous vous mettez à plat ventre. Vraiment, à ce moment-là, vous aviez des gens cagoulés qui étaient là, en train de vous menacer autour de 18h, 19h. Les gens cagoulés? Oui, ils sont cagoulés. Quand ils font ça, ils sont mettent cagoulés. des cagoules, oui, des cagoules. Bon, je n'ai pas résisté, même Minto, on n'a pas résisté. On s'est déshabillé comme à la première lorsque ta mère te lavait. Vous vous déshabillez. Nu comme un verre. Nu comme un verre. Vous vous mettez à plat ventre. C'est lui qui choisit le fouet qu'il voudrait bien vous soumettre. En ce moment, moi j'ai reçu un tuyau, c'est pas un tuyau, des fils de courant qui sont noirs, durs là. Sérieusement, ils te tapent
à la manière que tu ne peux même pas décrire. Moi, j'ai encore des traces, des fouets que j'ai reçus. Donc, c'est justement, ça m'a aussi fait peur. Une fois entré, ils nous conduisent dans la cellule, un quartier qu'on appelle CB, quartier disciplinaire. Si, mais finalement, à peine arrivé à la prison, qu'est-ce qu'on a déjà fait d'indiscipline ici à la prison pour que nous puissions être conduits dans un quartier disciplinaire? Et subitement, c'est un traitement spécial. Voilà. C'est un prisonnier qui crie dans le noir, mais chef, on ne peut pas amener ces gens-là ici. Ça, c'est un quartier très grave. Vous ne pouvez pas les amener dans un quartier comme ça. Bon, il a compris et il nous a amenés dans d'autres quartiers, en nous séparant de quartiers, bien sûr. Dans ce moment-là, nous avons été assez maltraités parce que toi qui vivais à l'aise, tu dormais un peu normalement. On te dit, maintenant tu as un régime où, par matelas d'une place, vous dormez à 5. Vous voyez que c'était inhumain à l'arrivée. C'était inhumain. Et en plus, vous aviez une alimentation très compliquée. Chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, donc, vous aviez... Donc à la prison centrale, on vous rationne 3 fois par semaine. Non, ça je veux spécifier parce qu'il y a 3 types de rations. Donc lundi, mercredi et vendredi, vous avez un petit poisson vraiment. Vous aurez ce petit poisson. Je ferai un effort de l'avoir. Ce petit poisson, je ne sais pas où on pêche ça ici au Gabon. Et ce petit poisson-là, vous l'avez un seul par jour avec un pain. Ça c'est lundi, mercredi et vendredi. Alors, mardi, jeudi et samedi, vous avez du poulet. Et dimanche, uniquement dimanche, vous avez une boîte de sardines avec un pain. Donc vous mangez une fois par jour. Ça c'est le menu voilà. des prisons gabonaises. Voilà. Et je dirais même, ça devait être l'un des meilleurs menus, puisqu'on parle de la prison centrale du Gabon, la prison du Libreville. Oui. C'est-à-dire la meilleure prison. C'est-à-dire que c'est pire à l'intérieur du pays où il y a d'autres maisons d'arrêt. Ça, je ne peux pas. Parce que ici. Sinon, la capitale, c'est déjà ça. Ça peut être mieux. Mais ça risque d'être le contraire. Parce que nous avons des prisonniers qui reviennent d'OIM, des prisonniers qui reviennent de Franceville, de Mouila, qui nous disent qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur du pays quelqu'un qui est là 10 ans, qui n'est pas jugé. Mais ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux à la capitale. Une prison, 8 ans sans être jugé. Une prison construite pour 300 personnes au maximum, qui se retrouve aujourd'hui à près de 2500. Voilà. On comprend que c'est véritablement un mouloir. Et puis, ça me fait un peu rire quand on parle des droits de l'homme au Gabon, quand on parle de... Le ministre des droits humains. On fait des attaques à M. Ping parce qu'il a osé demander à ce que ses agresseurs enlèvent leur haut, alors qu'il y a pire. Dans les locaux de la Direction générale de recherche, vous n'enlevez pas seulement que les hauts, vous enlevez aussi les bas. Oui, avant, nous avons fait plusieurs tours à la DGR. Au premier tour, je crois, les 2 premiers tours, nous étions traités vraiment comme tous les prisonniers. C'est-à-dire, vous vous déshabillez, vous ne restez qu'avec ce qui ne peut rien faire à qui que ce soit. Même votre pantalon, on disait qu'il vous était nuisible. Il fallait l'enlever, vous restez avec le sous-vêtement, le tout dernier. Donc, à ce moment-là, c'est lorsque nous avons pu nous comporter différemment avec beaucoup de fouet. Alain Lionel, qui, je reconnais, avait été bien frappé ce jour-là pour avoir rappelé aux agents que la charte africaine des droits de l'homme ne voudrait plus que les détenus se déshabillent. Ce monsieur, oui, c'était un péché. Oui, il fallait pas rappeler les principes et les règles des droits de l'homme. Ce monsieur lui dit, vous dormez trop à la télé. Ce qui vous tue, c'est que vous suivez la télé. La réalité, nous ne sommes pas dans tout ce que vous dites là. Vous faites erreur de suivre la télé. Et vous croyez que ce que vous voyez à la télé, c'est ce que nous on applique ici au Gabon. Ça se dit partout. Ça fait couler les larmes. Monsieur Nicolas Ondorban, là on parlait de la Direction générale de recherche, que je connais bien parce que les 3/4 des patrons qui sont passés par là sont des amis. Mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre de pratique là-bas. Le B2, c'est aussi
un peu ma maison parce que j'ai beaucoup travaillé avec les gens du B2 et ce sont mes parents. Est-ce que le traitement est le même? Oh, j'ai été à la DGR. J'ai été à la DGR, j'ai été au Gros Bouquet. Et là, je sors du B2. Ah oui, vous êtes la direction un vieux cheval de bataille. générale Vous avez fait le tour de tous ces structures. des comptes ingérences. Les comptes ingérences ont une particularité. Et de la sécurité militaire. Voilà. La particularité, c'est celle-ci. C'est-à-dire là-bas, c'est pour des prisonniers politiques uniquement. Ah, direction générale, Bon, moi, de je sais contre-ingérence pas. et de sécurité Voilà. militaire. On m'amène là-bas avec mes amis, soi-disant nous voulons troubler le pays. Vous, Nous quand je voulons vous vois, vous troubler avez le pays. visage de quelqu'un Nous voulons qui peut trouver le Ce pays. sont des choses qu'on nous dit tout le temps. Vous voulez faire un coup d'État. Vous, Nous, les étudiants. on est tous devenus fous. Hein. J'ai fait, je vous rassure, j'ai fait la DGR, j'ai fait le groupe et là j'étais au B2. Au B2. Ce qui se passe là-bas, le premier jour que nous sommes arrivés au B2, le premier jour, personne ne vous salue. Vous arrivez, on vous déshabille, on vous bastonne. Sans motif aucun, je dis bien sans motif aucun. On vous bastonne. On ne cherche pas à savoir ce que vous aviez fait. On vous déshabille, on vous bastonne. On vous met dans la cellule. Est-ce que le directeur général du B2 est au courant de ces traitements? Mais c'est peut-être Mais pas oui, vous. c'est Peut-être pas. Moi, c'est pas maison. j'en doute fort. Parce qu'il y a aussi des agents zélés qui se permettent de faire certaines choses. Mais bon, c'est vrai que ne vous travaille dire- pas au B2 qui veut, mais quand même. Il est au courant dans la mesure où c'est le capitaine. C'est le capitaine qui donnait les instructions. Le devant capitaine n'est moi. pas le colonel, n'est pas le général. Le capitaine n'est pas le colonel, n'est pas le général, mais c'est la même boîte, c'est les mêmes personnes. Ils savent ce qui se passe. Rassurez-vous. J'ai été sidéré d'entendre de la bouche du capitaine, tabassez-moi ces petits, parce qu'ils vont devoir coopérer. S'ils ne veulent pas coopérer, nous allons toujours les frapper. Coopérer. Coopérer, c'est-à-dire leur dire ce qu'ils veulent entendre, leur dire que nous sommes manipulés par l'opposition. Ah, Et là, vous l'entendez ça de on votre bouche. retombe dans le cadre politique. Politique. C'est ça. Donc, avant de vous entendre, vous êtes déjà traumatisé. On vous jette dans des cellules, isolés, chacun dans sa cellule. Et des cellules là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tout est sombre dans ces cellules. Vous faites tous les besoins sur place. C'est après vous avoir torturé qu'on vous ramène dans le bureau de l'enquêteur pour l'interrogatoire. Est-ce que ce sont des Gabonais? Oui. Excusez-moi de poser la question Non, parce que là, ce c'est sont vraiment... nos frères gabonais qui sont soumis à des ordres. Non, mais même si c'est des hommes, c'est des humains. Donc Ou vous bien voyez, ils deviennent des machines. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont des Gabonais? ce sont des Gabonais parce que nous les connaissons, nous connaissons leurs noms. Je n'ai pas envie de citer leurs noms aujourd'hui, M. Bétégué. Donc ça veut dire que ce que vous allez déclarer à l'interrogatoire ne sera forcément pas vrai, dans la mesure où on vous a déjà sauvagement torturé avant de vous entendre. Et c'était comme ça. Et pendant l'interrogatoire, si vous voulez dire la vérité, vous êtes automatiquement interrompu. Parce que pour eux, ils ne voulaient pas cette vérité. Eux, ils veulent faire la volonté d'un certain pouvoir. Et quand vous leur dites ce que vous avez fait, clairement, ils disent non, les chefs ne seront pas contents de ces propos, il faut changer. Les chefs ne seront pas contents de ces propos. De la vérité. Ils voudraient que nous fassions, que nous disions ce qu'eux nous disaient de dire. On était là, bastonnés. Ils voulaient qu'on fasse des aveux. Des aveux qui n'existent pas. Je vais vous dire quelque chose. On m'a même dit, avoue que c'est Ping qui t'a envoyé. Avoue que c'est Ping qui t'a envoyé. Mais moi, je n'ai jamais rencontré Jean Ping un jour. Vraiment. Je vous le dis clairement. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais été à son domicile. Il ne m'a jamais appelé en aucun cas. Je ne sais même pas où il habite. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Mais ils ont dit, tu dois l'avouer, c'est lui. Qui il? Le capitaine? Celui qui parle. Le capitaine ou le lieutenant? Là, c'est l'enquêteur. Là, je suis face à mon enquêteur. C'est ce qu'il me dit. On sait que c'est lui. Et il y a quelqu'un que je ne citerai pas le nom parce que lui, il travaille dans le service de renseignement. Je ne vais pas citer son nom publiquement. Lui aussi, il venait me dire des contemporains. Il venait nous dire des choses.
des choses inhumaines. Vous ferez la prison, on va vous sodomiser. Il nous disait des choses. Mais pour revenir sur on va vous sodomiser, Il nous disait des choses. et il a transpiré dans l'opinion nationale que vous ou bien certains de vos compagnons de cellules ou de détention ont été sodomisés. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Un étudiant pendant qu'on était au B2, je le confirme, a été sodomisé. Par qui? Par les autres prisonniers ou par des agents? Non, par des agents, pas des autres prisonniers, par des agents. Vous êtes seul dans Des la agents, des cellules. Nous sommes, chacun était seul dans sa cellule. Voilà. Parce qu'ils ne voulaient pas que des étudiants soient ensemble. Ils faisaient tout pour qu'on ne se voit pas, pour qu'on ne dialogue pas. Chacun était dans sa cellule. Et chaque prisonnier était dans sa cellule. Dans des cellules faites totalement sombres. Totalement sombres. Donc, ils sont arrivés à une heure tardive. Tardive, à 2 heures du matin par là. C'est là qu'ils ont commis leur forfait et ils sont retournés. C'est la vérité. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est pas que je n'étais pas. J'étais au courant de cette affaire. Ça s'est passé au B2. Au B2, je dis clairement au B2. Il l'avait déjà dit avant. Vous avez eu l'information et quelqu'un l'avait déjà prédit. On va vous sodomiser, on vous enverra en prison centrale. Vous irez en prison centrale, je vous le confirme, et on va vous sodomiser. Quelques jours après, un étudiant a été sodomisé là, dans le B2, dans sa cellule. Bon, alors, chers téléspectateurs, je suis tenté de vouloir arrêter cette émission parce que tout ce que nous attendons est parfaitement inhumain. Est-ce que nous vivons au XXIe siècle? Est-ce que nous nous animons au principe des droits de l'homme dont nous paraphons tous les jours et que nous proclamons? C'est vrai que nos structures sont composées d'hommes, mais est-ce que ce sont des humains? La représentation diplomatique, vous me suivez, vous savez, c'est de la bouche de ceux qui ont subi, ceux qui ont vécu, que vous écoutez. Et je ne suis même pas étonné qu'au sortir de cette émission, de ce plateau, que ces 2 jeunes compatriotes soient poursuivis à nouveau, parce que dans ce pays-là, la règle, c'est soit l'omerta, soit l'emprisonnement. Mais je loue encore votre courage, parce que je ne sais pas si on peut avoir 5 Gabonais comme vous. Si vous venez témoigner à visage découvert ces pratiques ignobles, c'est que plusieurs en ont vécu, mais ils sont restés dans leur petit coin et n'ont pas édifié le peuple. Vraiment, je vous lève mon chapeau parce que je ne sais pas combien de personnes auraient eu le courage que vous avez. Vous avez fait quoi? Et même si vous avez fait quelque chose, ce traitement ne peut nullement être réservé aux humains dans leur pays. Mais malgré tout, vous y êtes resté. Vous avez été condamné à 3 ans, je crois. 3 ans d'emprisonnement, soit 2 et demi de sursis, et de 7 mois, presque 7 mois ferme. Mais seulement que vous avez passé, voilà, vous avez été élargi voilà, par rapport à votre temps. Donc ça veut dire que j'ai 2 ans et demi sans aucune possibilité. Ils m'ont bien dit, si on te trouve encore dans quoi que ce soit, directement, on t'arrête. C'est et vraiment, tu vas faire c'est vraiment 2 ans et demi. C'est vraiment du n'importe quoi. On ne peut pas condamner quelqu'un à 2 ans et demi de sursis ou 7 mois ferme. Ou on vous élargit. Enfin, c'est là, quand je comprends un peu la substance de votre emprisonnement, on vous muselle, on vous dit ne participez plus à rien, mais là vous êtes à la télé. Est-ce que... Ah, non, ça ce n'est même pas envisagé. Il ne faut même pas envisager ça. 2 ans et demi de prison. Je pourrais rester sans plus rien dire, sans plus rien faire. Ce Ouais, n'est pas possible. enfin, subir. Vous restez, vous non, subissez, c'est vous ne dites possible. rien. Vous pouvez Vous pas. n'avez même pas le droit de crier. Non, vous ne pouvez pas.
Monsieur le Président. Oui, Monsieur Bittek, je ne vous coupe pas la parole. J'aimerais revenir sur un petit fait que vous venez de signaler. Allez-y. Oui, c'est vrai, ne vous étonnez pas si au sortir de cette émission, beaucoup sont poursuivis. Oui, c'est le quotidien, on le Oui, saura. C'est notre quotidien en ce moment. Et moi-même qui vous parle, je suis menacé. Moi aussi. Je suis totalement menacé tous les jours. Et l'étudiant qui avait été abusé, lui aussi, il est menacé. Il reçoit des appels jusqu'aujourd'hui du B2. On lui demande de Oui, se parce qu'en fait, il devait passer à l'émission, il va passer à l'émission Voilà. dans quelques jours. En tout cas, on va le lui chercher. demande- Il faudrait qu'il vienne, parce que ce qui pourrait lui arriver, qu'on sache qui sont ses bourreaux. Donc qui c'est sont pour ses vous dire qu'il bourreaux. y a un harcèlement fort de la part du B2 en ce moment. Cet étudiant, il est poursuivi. Il reçoit des appels anonymes. Il ne faut même pas y aller, parce que ce n'est plus une structure légale. Mais là-bas, c'est indivable. C'est comme j'étais en train Ce n'est pas une c'est structure indivable. légale. Qui va y aller? Qui va y retourner? Personne. Donc, cet étudiant reçoit des menaces. On veut lui parler, qu'il se rende au B2, qu'il vienne dire qu'il lui a fait. Mais eux-mêmes, ils savent. Alors Ils ne savent pas. Je crois que 33 ans de métier, c'est l'émission la plus douloureuse que je présente. L'émission la plus douloureuse que je présente, parce que c'est insupportable ce que j'entends. Maintenant que vous n'êtes même pas libre, parce que vous êtes sous la pression de cette tortionnaire, je vais poser la question au président de la République, Ali Bongo Ndimba. Là, je vous parle en tant que citoyen et vous en tant que président de la République. Pensez-vous que vous gérez un pays sérieux avec des structures qui sont directement liées à la présidence de la République, qui adoptent de telles pratiques? Que voulez-vous que l'on pense? Mais que c'est vous qui les envoyez, que c'est vous qui insufflez ces pratiques. Que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez à l'origine ou pas, mais tout retombe sur vous. Mais cette émission va faire le tour du monde, puisqu'on va le mettre sur le net. Et on saura désormais comment les Gabonais sont arrêtés, comment ils sont traités dans les cellules gabonaises, et quelle est la pratique de ces structures qui ne font qu'avilir l'image du Gabon. Nous avons encore une quinzaine de minutes d'émission, mais je vais l'écourter parce que nous en avons trop entendu. Monsieur Nicolas, votre mot de la fin. Merci d'abord pour cette émission organisée pour nous. Je vais tout simplement dire aux autorités que l'étudiant, c'est un homme de science, il est prêt au dialogue. J'ai envie de dire que la mutuelle qui a été mise en place et qui a un mandat de 2 ans, là je m'adresse aux autorités, la mutuelle qui a un mandat de 2 ans, devrait travailler selon la volonté des étudiants, pas selon la volonté des autorités, parce que moi, en tant que président des étudiants, je ne serai jamais le représentant des autorités, mais le représentant des étudiants. Si c'est ce qui fait en sorte que la mutuelle aujourd'hui puisse avoir des problèmes, moi je dis, je suis le représentant des étudiants et moi je ne fais que rendre compte aux étudiants. Je ne suis pas l'ennemi des autorités. J'ai insisté à ce qu'il y ait dialogue à l'université, à ce qu'il y ait sérénité à l'université, et jusque-là je fais un effort de préserver la paix, j'ai envie de dire la calmie à l'université, pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt d'abord de l'étudiant et de toute la nation. Et dire aux étudiants d'être sereins. Il y a de l'intox par-ci et là, il y a des possessions de troupes par-ci et là, d'être serein, de ne pas être manipulé, de rester dans la sérénité totale parce que je pense que les cours vont débuter d'ici là et moi je vais certainement regagner mes fonctions de président d'étudiants parce que tout est arrêté à l'université. J'attends le début des cours pour regagner mon bureau. J'attends le début de cours pour rendre compte aux étudiants, parce que là, en ce moment, tout est paralysé.
Et un autre fait, c'est l'engagement que des enseignants veulent imposer aux étudiants de signer. Les enseignants, ils ont un syndicat, le syndicat des enseignants chercheurs. Les étudiants, ils ont un autre syndicat, c'est la mutuelle de l'Université Omar Bongo. Donc, une association ne peut pas imposer à une autre association ses principes, ses lois. Ça ne se fait dans aucun pays. On devrait trouver un consensus. Les enseignants, ce sont nos enseignants, ils nous enseignent, nous sommes leurs étudiants, mais ils ont une association, nous aussi nous avons une association, que les deux associations se respectent mutuellement et que l'administration respecte l'association des étudiants que je représente. Donc, il ne faudrait pas qu'une association impose certaines choses à une autre association. Dire aux étudiants que cet engagement qu'on vous fait signer, la mutuelle ne se reconnaît pas. Le président de la mutuelle que je suis, je vous le confirme, on n'a pas à signer cet engagement. On ne sait pas pourquoi on va signer cet engagement, et même s'il faut signer un engagement envers les enseignants. Les enseignants aussi devraient nous promettre certaines choses. Nous aussi, on a le droit de demander certaines choses aux enseignants. C'est ça aussi. On doit travailler dans une situation de gagnant-gagnant, un contrat gagnant-gagnant. Tout le monde doit être gagnant dans cette chose. Il ne faudrait pas qu'on impose certaines choses aux uns et que les uns seraient toujours là pour subir la dictature des autres. Toute l'impression qu'on a, c'est que vos contrats sont perdants-perdants. Bon, Monsieur Hollande, votre mot de la fin, nous sommes pris, parce que je ne voudrais pas vous garder plus longtemps sur ce plateau. Vous m'avez traumatisé, et je pense que vous avez aussi traumatisé tous ceux qui nous ont écoutés. Non, je comprends. C'est à peine supportable. Nous aussi, nous sommes traumatisés. Nous sommes traumatisés. Malgré tout, nous avons... Mais vous n'avez pas... On vous a pas sodomisé, vous? Non, pas encore. Ouais, pas encore. Oui, nous sommes déjà sur la voie. Vous avez entendu, quelqu'un a prévu. Donc, et il a fait. Donc, ça veut dire que toutes les menaces que nous avons, on ne sait pas jusqu'où. Et ils sont capables d'aller. Donc, à ce moment-là, moi je dis, nous sommes aussi traumatisés. Et pour dire à la communauté, sinon aux autorités de l'université, parce que tout part de là, quoi qu'on dise ou que l'on fasse, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout ce qu'il y a comme bruit maintenant, c'est parce qu'il y a eu exclusion. Et voici, ils viennent de relancer d'autres séries d'exclusion. Alors qu'il y a 40 qui ont été exclus, aujourd'hui ça fait du bruit jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier l'origine d'un problème. Alors, si on continue avec cette même méthode, la nature fera tout pour que les effets soient les mêmes. En ce moment-là, nous nous attendons encore à ce que nous serons réhabilités. Moi, je me suis fait inscrire à Subdecom, mais ce n'était pas, ça ne peut pas faire long feu. Ça ne peut pas faire long feu. Pourquoi 720 000 le mois, l'année? Ce n'était pas pour continuer. Je n'ai même pas fini de payer l'année que j'ai payée. J'étais en prison. J'étais en prison. Donc c'était juste pour ne pas passer une année sans apprendre. Mais je ne peux pas admettre vivre sans apprendre. Je me vois revenir à l'université avec tous les étudiants qui ont été expulsés injustement. Donc, si nous voyons que malgré notre recours, on continue de lancer les étudiants dans la voie des conseils de discipline très mal, on va essayer de prendre un peu oui, il faut vraiment... les listings de ces noms-là, voilà. Parce que je pense aussi que là, il y a une poursuite à une identité culturelle ou ethnique. À vous vraiment parce que quand on regarde, il y a encore 7 Gabonais qui sont en prison par rapport 7 jeunes Gabonais par rapport au meeting du 20. Mais quand vous voyez, c'est des Gabonais de la même ethnie. Oui, j'ai laissé dans mon cas. La même ethnie. Bon, oui. Alors, il faudrait qu'on nous dise clairement ce qu'on veut faire de ce pays-là, parce que une ethnie, enfin, un clan ou une considération géographique ne peut pas continuer à subir les affres de ceux qui se pensent être permis de tout. C'était 45 plus, douloureux, très douloureux, je dirais même à la limite honteux, mais quand on a dit que nous voulons faire du Gabon un pays émergent, c'était noble, mais
curieusement, ce pays est transformé en pays de PD. Et là, je ne pense pas que ce soit l'émergence voulue par mon fils. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.